Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'évaluation du prix, on va parler de calcul de prix juste, comment estimer si une entreprise est sur ou sous-évaluée. On va reprendre en détail la méthode simple que j'utilise parce que j'ai beaucoup de questions à ce propos. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que tu fais pour déterminer le pourcentage de croissance, le multiple de valorisation. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo et je vais vous présenter également les nouvelles fonctionnalités du calculateur de prix juste. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, on va voir que quand on débute, on navigue souvent à l'aveugle en bourse. Ensuite, on va essayer de comprendre d'où vient la performance d'une action, puis quels sont les deux facteurs de croissance pour le prix d'une action, comment calculer son prix juste simplement, et ensuite nous ferons une démo du calculateur. Et restez bien car je vous donnerai un code de réduction de moins 15% sur le calculateur et l'application IQ Invest. Je vous rappelle que cette vidéo est fournie à des fins informatives et éducatives uniquement, ce n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Ceci étant dit, donc quand on commence en bourse, trouver des actions de qualité, c'est bien et c'est la première étape, c'est le prérequis. Mais ensuite, même la meilleure action du monde achetée trop cher reste un mauvais investissement. Et quand on débute, on a souvent l'impression de naviguer à l'aveugle. Comment savoir si je paye cher ou non une entreprise? Qu'est-ce que veut dire le prix d'une action au final? Ça ne veut rien dire si on ne comprend pas quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise et à quel prix est-ce qu'il faudrait payer l'entreprise pour être rentable. On entend souvent le concept de prix juste, mais ça paraît assez abstrait, mais il existe tout de même une méthode très simple pour avoir des indications fiables. Ensuite, d'où vient la performance d'une action? Le prix d'une action ne sort pas de nulle part, il n'est pas magique et il est directement corrélé à deux facteurs. Premier point, les performances financières de l'entreprise, mesurées par plusieurs indicateurs. On peut prendre les bénéfices par action par exemple, que l'on abrège BPA ou EPS en anglais, Earnings Per Shares, ou d'autres indicateurs comme les free cash flow ou encore les ventes, donc le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ensuite, on a le ratio de valorisation exprimé soit par le PE dans le cas des EPS, donc des Earnings Per Shares, donc le Price to Earnings, le Price to Free Cash Flow, même exemple pour les Free Cash Flow, ou encore le PS, le Price to Sales. Donc en fait, à chaque fois, ça va être le prix divisé par les Earnings par action, par exemple, donc les Earnings Per Shares, ou les Free Cash Flow par action, ou les ventes par action. Le prix d'une action peut donc ensuite être calculé avec les formules suivantes. EPS, donc Earnings Per Shares, fois PE égale le prix de l'action. Ou encore le PE égale le prix de l'action divisé par les EPS par les Earnings Per Shares. Donc cet exemple est valable aussi avec les Free Cash Flow. Vous pouvez faire les Free Cash Flow par action fois le Price to Free Cash Flow égale le prix, ou le Price to Free Cash Flow égale le prix divisé par les Free Cash Flow par action. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le concept de par action, c'est tout simplement, en fait, on va prendre les bénéfices totaux des entreprises et on va les diviser par le nombre d'actions en circulation, ce qui va nous donner donc un chiffre équivalent aux bénéfices par action, donc l'ensemble des bénéfices ou des free cash flow ou des ventes divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc si une entreprise fait 100 € de bénéfices et qu'elle a 10 actions en circulation, on va faire 100 divisé par 10, on va avoir 10 € de bénéfices par action. Donc chacune des 10 actions émises par l'entreprise correspondra à 10 € de bénéfices globalement. Donc si on prend l'exemple d'Apple, on a 6,31 $ d'EPS TTM, donc Trailing 12 Months, donc sur les 4 derniers trimestres glissants, et on a 35,76 de PE, donc TTM ça veut dire Trailing 12 Months, donc en fait c'est les 4 derniers trimestres glissants. Les entreprises déclarent leurs bénéfices de manière trimestrielle, au lieu de prendre les bénéfices annuels qui datent de l'année par exemple 2024, on va prendre les 4 derniers trimestres. Donc par exemple le premier trimestre 2025 et le quatrième, troisième et deuxième trimestre 2024. On va additionner ces 4 trimestres pour avoir donc un chiffre des EPS qui sont plus à jour que les EPS qui sont déclarés au moment de la clôture de l'année fiscale. Donc c'est à ça que correspond TTM, vous allez revoir ce terme souvent. Donc si on fait 6,31 fois 35,76, on obtient donc un prix de 228 $ pour Apple. Et inversement, si on fait 228 $ divisé par 6,31, on va obtenir 35,76 de PE. Vous avez le schéma à droite qui vous permet de visualiser un peu mieux cette relation entre les EPS fois le PE égale le prix de l'action. Ensuite, quels sont les deux facteurs de croissance du prix d'une action? Pour faire un bon investissement, il faut donc allier les deux facteurs de croissance, à savoir l'augmentation des cash flows, mesurés soit par les bénéfices, soit par les free cash flows, soit par les ventes, et l'appréciation du multiple de valorisation, pareil, mesuré soit par les bénéfices, les free cash flows ou les ventes.
Il faut donc trouver des machines à cash, donc des entreprises qui ont le potentiel d'avoir une forte croissance de leurs bénéfices par action ou free cash flow à l'avenir, et les acheter au bon prix ou sous-évaluer pour bénéficier de l'appréciation du multiple de valorisation. Donc forcément, si vous achetez une entreprise à un multiple, un PE de 10 et qu'elle a ensuite dans 5 ans un PE de 20, eh bien vous aurez fait déjà un x2 sur votre investissement juste avec l'appréciation du multiple de valorisation. Et à l'inverse, même si une entreprise améliore ses EPS, améliore ses bénéfices, si son multiple de valorisation passe de 20 à 10, le chemin inverse, eh bien potentiellement vous aurez un investissement qui stagne ou qui carrément vous fait perdre de l'argent. C'est typiquement le cas d'Evolution AB par exemple, pour ceux qui suivent cette action. C'est une entreprise qui augmente ses bénéfices de manière régulière, tous les trimestres, mais pourtant son multiple de valorisation se contracte. Il est passé de 20-22 à environ aujourd'hui 12-13, ce qui fait que le prix de l'action fait du surplace malgré une augmentation des bénéfices de l'entreprise. Donc si vous achetez une machine à cash trop chère, vous n'obtiendrez pas de bonnes performances, et idem si vous achetez des entreprises de mauvaise qualité, des saucisses, même si elles sont bon marché, vous n'aurez pas de bonnes performances non plus. Il faut vraiment allier les deux facteurs. Exemple, Apple aujourd'hui, même en étant une entreprise de qualité, est trop chère avec un PE de plus de 35. Donc si on prend l'exemple d'Apple un peu plus en détail, on a un prix de l'action aujourd'hui d'environ 228$, des EPS de 6,31$ et un PE ratio, donc un Price to Earnings ratio de 35,76. Donc si son PE redevient normal entre guillemets et baisse à 24, soit plus que sa moyenne historique qui est aux alentours des 22, il faudrait qu'Apple ait une croissance de 22% par an de ses EPS, de ses Earnings per Shares, pour délivrer un CAGR, donc un taux de rendement annualisé de 12% par an à l'investisseur qui déciderait de l'acheter aujourd'hui, dividende inclus. Donc ça veut dire globalement donc, que si vous l'achetez aujourd'hui à un PE de 35, les hypothèses de croissance d'Apple, Apple devrait faire 22% par an au minimum pour délivrer un rendement correct. Donc vous comprenez bien que 22% de croissance des EPS, c'est beaucoup trop pour Apple. Apple peut viser peut-être du 10, peut-être du 12, peut-être du 14 si vraiment ils sont extrêmement bons, mais certainement pas du 22% par an. Donc autrement dit, si elle fait moins que 22% par an, l'investisseur sous-performera le S&P 500 au prix actuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part sur un rendement de 12% par an pour essayer d'égaler ou en tout cas de surperformer le S&P 500 qui fait à peu près 10% par an. Donc nous, si on fait du 12, on a un alpha de 2, donc on est potentiellement rentable sur notre investissement. Et donc comment calculer son prix juste simplement, puisque quand on a compris cette relation entre prix, multiple et croissance, on peut simuler des hypothèses de croissance. On peut utiliser un pourcentage de croissance que l'on applique aux EPS et ensuite on remultiplie ces EPS par le PE estimé pour obtenir un prix futur. Par exemple, on part des EPS actuels, donc par exemple pour Apple 6,31, on applique 15% par exemple de croissance par an pendant 5 ans et ensuite à la fin de ces 5 ans, ces EPS, peut-être qu'ils sont passés de 6,31 à 15, on va les remultiplier par un multiple de valorisation, par exemple 20, pour obtenir un prix. Donc ce prix final nous permet de calculer le CAGR, donc le taux de croissance annuel composé, si on achète l'entreprise au prix actuel en calculant le rendement entre le prix actuel et le prix final. Donc une fois qu'on a le prix final qui a été calculé, on peut tout simplement calculer le rendement entre le prix actuel de l'action et ce prix final dans 5 ans pour savoir si cet investissement est rentable ou pas. Mais il nous permet aussi de calculer le prix juste en faisant le chemin inverse, en calculant à quel prix est-ce qu'il faudrait acheter l'entreprise pour obtenir 12% de rendement par an par rapport au prix final que l'on a calculé. Donc si on reprend l'exemple ici d'Apple, on a prix de l'action $228, EPS 6,31$ et PE 35,76. Donc si on applique ici un taux de croissance des EPS de 12% par an à 6,31, vous voyez que année 1 on passe à 7,07, année 2 7,92, année 3 8,87, etc. jusqu'à l'année 5 où on arrive à $11,12 d'EPS, donc d'earnings per shares avec ce taux de croissance de 12% par an. Ensuite, on va appliquer un multiple final, un multiple de fin de 24. Donc en fait, grosso modo, on va multiplier 11,12, soit les EPS en année 5, par 24 le PE, ce qui nous donne donc le prix final dans 5 ans de l'action Apple à $266,88, ce qui nous donne donc un rendement au prix actuel donc de $228 de 3,54% dividende inclus et un prix juste pour un rendement de 12% de $154,40. Donc grosso modo, si vous achetez Apple aujourd'hui à $228 au prix actuel,
avec cette hypothèse de croissance, vous obtiendrez 3,54% de rendement par an sur les 5 prochaines années. Mais si vous l'achetez aujourd'hui à 154,4 $, vous aurez un taux de rendement de 12% par an sur les 5 prochaines années. Donc vous comprenez qu'ensuite on peut calculer la marge de sécurité entre 228 $ et 154 $ qui nous donne donc moins 47,67%. Donc l'entreprise aujourd'hui est 47% trop chère par rapport à notre hypothèse pour obtenir un taux de rendement de 12% par an. Donc on se retrouve ici sur l'application IQ Invest et on va voir ensemble Apple, le fonctionnement du calculateur sur l'action Apple, et on va également voir juste après Hermès et le fonctionnement également de la watchlist. Vous avez un code de réduction de moins 15% pour l'occasion pour ce nouveau calculateur de prix avec le code rentable. Il s'affichera à l'écran et ça vous donne l'abonnement à 12,74 € le premier mois. Pour ceux qui veulent tester l'application, c'est parfait et le code sera valable pendant une semaine. Donc ici, on retrouve les données que l'on a renseignées pour Apple, à savoir les EPS, et on retrouve 12% de croissance et 24 de multiples final. On regarde ici, on a les EPS TTM qui sont à 6,31. Quand on applique 12% de croissance à 6,31, on obtient donc 7,07, etc. jusqu'à obtenir 11,12 $ d'earnings per shares, donc de bénéfices par action. Et si on remultiplie donc ces 11,12 par 24, le multiple final, on obtient donc le prix final de 266,88 $. Et ce prix nous donne donc un rendement entre le prix actuel et 266 $ de 3,55% par an. Si on enlève le dividende, on a 3,12, le dividende étant à 0,43. Si on l'ajoute, on est donc à 3,55, ce qui nous donne un prix juste de 154 $ pour obtenir 12% de rendement par an sur l'action Apple sur les 5 prochaines années. Donc on voit qu'on a moins 48 de marge de sécurité, donc globalement l'entreprise aujourd'hui est surévaluée. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce pourcentage de croissance? Il y a plusieurs données qui peuvent être intéressantes. Premièrement, ici vous avez quelques indications, notamment la croissance estimée par les analystes qui est à 11,42% sur les 5 prochaines années, la croissance médiane sur les 5 dernières années et la croissance médiane sur les 10 dernières années. Si on va ici dans l'onglet quantitatif et qu'on se met sur 20 ans, sur le graphique de croissance, on va pouvoir ici sélectionner les bénéfices par action et on va voir l'évolution des bénéfices par action sur les 20 dernières années. Si on se met en pourcentage, on va voir cette évolution sous forme de croissance année sur année et surtout on va voir les moyennes de croissance. Donc on voit la moyenne à 20 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans et à 1 an. On peut même se mettre encore plus longtemps que ça sur 30 ans si on veut, mais ici c'est pas forcément pertinent. Et on voit surtout que Apple a eu 2 décennies distinctes. La première de 2004 à 2014 où elle a fait une forte croissance et ensuite de 2014 à 2024 où la croissance est beaucoup plus modérée. On voit que sur les 3 dernières années, elle est à 2,52%, sur les 5 dernières années à 15%. Et ici on retrouve tout en bas l'ensemble des ratios relatifs à l'action Apple avec les 3 médianes des EPS. Donc attention, ici il s'agit de médiane et ici il s'agit de moyenne. Donc ça peut être légèrement différent. La médiane et la moyenne ne sont pas la même chose. Donc grâce à toutes ces indications, on peut arriver à déterminer donc un pourcentage de croissance. Pour ma part, j'ai choisi 12, mais si vous mettez par exemple 10, ça va forcément changer votre hypothèse de croissance. Et si vous mettez 14, si vous mettez plus, ça va également changer votre hypothèse de croissance et vous allez avoir le graphique qui se met à jour automatiquement. Donc nous on va rester à 12. Et idem pour le multiple final, j'ai choisi 24. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est à 35. Sur les 10 dernières années, on était à 22 en médiane. Et sur le graphique de valorisation, ici on a d'autres informations. On retrouve ici la médiane à 10 ans, les EPS yield, mais ici on va également enlever le prix et la moyenne mobile et on voit l'évolution du PE d'Apple. Donc ça c'est hyper pratique et on voit que la médiane sur 5 ans est à 28 et si on se met sur 10 ans, on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va enlever le prix et la moyenne mobile et on voit qu'on a 2 phases distinctes dans l'évolution des ratios de valorisation d'Apple. On a pré-2020 où les ratios étaient constamment en dessous de 20 et on a post-2020 où les ratios sont constamment au-dessus de 20. Donc globalement, on a une médiane à 22. Pour ma part, je pense que les ratios resteront durablement au-dessus de 20. Pourquoi? Parce qu'on a eu notamment le développement des services d'Apple avec beaucoup de revenus récurrents, ce qui n'était pas forcément le cas dans la précédente décennie. Donc je pense que 24 paraît être un niveau raisonnable. C'est un petit peu plus que la médiane à 10 ans, c'est moins que la médiane à 5 ans, mais ça permet d'avoir un niveau de valorisation qui est correct et surtout qui est réaliste. Et donc ça nous permet d'avoir des hypothèses et surtout de naviguer à vue puisqu'on peut simplement déterminer le prix juste d'une entreprise et ça nous donne des indications tangibles, concrètes et simples à comprendre. On va voir l'action Hermès ici et cette fois-ci dans l'onglet évaluation, j'ai choisi les free cash flow par action et non pas les bénéfices par action
j'ai choisi 18% de croissance et 36 de multiple final, ce qui nous donne un prix juste de 2545 € pour Hermès. On est aujourd'hui à 2723, donc elle est surévaluée, mais en même temps elle a explosé dernièrement et on a un rendement de 10,50. Si on enlève le dividende, on est à 9,95. Alors on n'a pas énormément de dividendes, on est à 0,55 pour Hermès et on voit globalement que l'entreprise n'est pas si chère que ça si on part sur ces hypothèses-là. Évidemment, si vous abaissez l'hypothèse à 16 ou que vous abaissez le multiple final, ça va changer la donne, mais personnellement je pense que ce sont des chiffres qui sont réalistes quand on voit l'historique de croissance Hermès avec 24% sur les 5 dernières années et surtout quand on voit l'historique du ratio de valorisation à 42. Et ici on va afficher d'ailleurs donc le price to free cash flow sur le graphique. Le price to free cash flow, on voit sur les 5 dernières années qu'il est quasiment constamment au-dessus des 40. Il a été qu'une seule fois en dessous des 40, ça a été en 2022 où il est passé à 35. Donc on voit que 36 c'est vraiment le bas du price to free cash flow avec une médiane à 53 sur 5 ans. Et si on regarde sur les 10 dernières années, en fait, on se rend compte que Hermès a toujours été extrêmement cher avec le niveau le plus bas à 31 à peu près ici, 30 ici. Donc 36 paraît être un niveau de valorisation tout à fait correct pour Hermès. Donc personnellement, j'ai choisi ces deux multiples et on voit que l'entreprise est plutôt correcte aujourd'hui, mais il faudrait quand même une petite correction en dessous des 2500 € pour avoir une marge de sécurité confortable. Et ensuite, donc une fois que vous avez renseigné ces hypothèses de croissance, vous pouvez ajouter les actions à la watchlist. Et là, c'est hyper pratique puisqu'on peut afficher donc le CAGR estimé, la marge de sécurité et le prix juste, soit en intégrant le dividende, soit sans le dividende, et on a directement les actions triées par rendement estimé ici, et on peut voir en un seul coup d'œil quelles sont les entreprises qui nous offrent le plus de rendement. Sans surprise, c'est Evolution AB qui arrive en premier, ensuite on a LVMH, MSCI, Monolithic Power Systems, Intuit, Microsoft, etc. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on a aussi des rendements automatiques qui sont calculés. Ici, on est dans ma watchlist d'actions à analyser, et dès que vous allez ajouter une action à la watchlist, vous avez les ratios qui vont apparaître en gris. C'est tout simplement des calculs automatiques qui sont faits sur les prévisions de croissance des EPS et le PE médian des 10 dernières années, et ça vous permet d'avoir comme ça une estimation de la rentabilité d'une entreprise. Est-ce qu'elles sont intéressantes à acheter en ce moment ou pas? On voit que par exemple Fastenal a l'air extrêmement cher aujourd'hui par rapport aux hypothèses de croissance. Et ensuite, dernière nouveauté de la watchlist, c'est le graphique de valorisation qui est hyper pratique et qui vous permet ici de visualiser dans l'espace en fait le rendement et la qualité de vos actions. Donc vous avez sur l'axe Y ici le rendement estimé en pourcentage qui va de Moody's à 2,93 jusqu'à Evolution AB avec 29,38, et sur l'axe Y vous avez la qualité avec la note quantitative sur 20 qui part de Alphabet avec 13,5 jusqu'à Mastercard avec 20 sur 20. Donc ça peut vous permettre de faire des trade-offs entre la qualité des entreprises et le rendement qu'elles offrent. Donc c'est super intéressant pour visualiser très rapidement, et vous pouvez pareil prendre en compte ou pas le dividende en fonction de ce que vous préférez. Et personnellement d'ailleurs en ce moment je me positionne sur MSCI qui offre un rendement tout à fait raisonnable pour une qualité exceptionnelle. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quelle est votre méthode pour déterminer le prix juste d'une entreprise. Est-ce que vous utilisez cette méthode de DCF simple ou est-ce que vous en utilisez une autre, et quels outils est-ce que vous utilisez? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également au podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les plateformes de podcast. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.